Salut, je m'appelle Louis. Et si tu es là, c'est parce que tu es aussi attiré que moi par la peur. La neige tombait doucement sur les rues lumineuses de New York, alors que des foules de gens se précipitaient le long de la 5e avenue, portant des sacs de cadeaux. La ville semblait plongée dans l'esprit de Noël. Mais pour Alice Harper, Noël n'a jamais été une période de joie. Depuis la mort subite de sa mère, survenue exactement la veille de Noël il y a 5 ans, Alice avait évité toute célébration. Travaillant comme restauratrice d'antiquités, elle passait de longues heures dans son petit studio de Brooklyn, entourée d'objets qui racontaient des histoires d'un passé lointain. Cette année-là, cependant, un client particulier a changé sa routine. Monsieur Eustace, un homme à l'air mystérieux, lui tendit un artefact insolite, une boîte en bois ornée de symboles gravés à la main. Il a insisté sur le fait que la boîte devait être impeccable avant le 24 décembre. Alice a accepté le poste, même si elle se méfiait des délais serrés. À chaque contact, il sentait un frisson inexplicable parcourir sa colonne vertébrale. Quelque chose dans la texture du bois, dans les symboles presque vivants, la troublait. C'est juste un autre travail, pensais-je, essayant d'ignorer le sentiment d'être observé. Pendant qu'il travaillait, il a commencé à remarquer des événements étranges. D'abord, des petits bruits qui semblaient provenir de l'intérieur de la boîte. Par la suite, la lumière du studio vacillait chaque fois qu'elle l'ouvrait pour inspecter l'intérieur. Dans la nuit du 22 décembre, alors qu'elle tentait de photographier les détails de la pièce, l'appareil photo a enregistré quelque chose d'inquiétant. Une silhouette nébuleuse se reflétant dans la surface polie de la boîte. Convaincue que son esprit lui jouait des tours, Alice décide de rechercher l'origine de l'objet. Après des heures de recherche dans de vieux livres et d'obscurs forums Internet, il a découvert que la boîte appartenait à une ancienne tradition européenne de rituels de Noël. La légende raconte qu'il était utilisé lors de sombres célébrations pour invoquer un esprit connu sous le nom de The Solstice Watcher, une entité qui punissait ceux qui osaient défier le véritable objectif de Noël, le respect et le sacrifice. Plus Alice enquêtait, plus de signes de danger apparaissaient. Le 23, il se réveille avec des marques semblables aux symboles de boîte gravés sur ses bras. À son retour au studio, il a trouvé l'endroit saccagé, comme si quelque chose ou quelqu'un avait fouillé l'espace en son absence. La paranoïa a pris le dessus. Alice commença à entendre des murmures venant de la boîte, des voix lointaines l'appelant par son nom. Monsieur Eustace n'a pas répondu à ses appels et les quelques amis qu'elle a tenté de contacter la considéraient comme folle. La veille de Noël au crépuscule, Alice a décidé qu'elle devait se débarrasser de la boîte. Cependant, une force invisible semblait l'arrêter. Lorsqu'il essaya de le jeter dans la cheminée, les flammes s'éteignirent instantanément. C'est alors qu'il réalise, la boîte n'est pas qu'un objet maudit, elle était une porte. Dans la nuit du 24 décembre, Alice s'est réveillée avec une sensation d'étouffement, comme si quelque chose lui serrait la poitrine. Elle regarda autour d'elle et vit que la boîte était sur la table du studio, mais qu'elle émettait maintenant une faible lueur rouge qui palpitait comme un cœur battant. Les murmures qui semblaient autrefois lointains résonnaient désormais dans la pièce, formant des mots qu'elle pouvait comprendre. « Ouvre ça !» L'ordre était répété comme un mantra, de plus en plus fort. Alice essaya de résister, mais ses pieds se dirigèrent involontairement vers l'artefact. C'était comme si quelque chose prenait le contrôle de son corps. Elle tomba à genoux devant la boîte et les mains tremblantes déverrouilla le couvercle. Un vent glacial s'échappait de l'intérieur, éteignant toutes les bougies et lumières de la pièce. Alors que l'obscurité envahissait la pièce, Alice vit quelque chose émerger lentement de la boîte. C'était une grande silhouette encapuchonnée. Ses yeux brillaient comme des braises et sa présence semblait aspirer la chaleur et l'espoir de la pièce. « Vous m'avez appelé », dit la créature d'une voix qui ressemblait à un chœur de 1000 lamentations. Alice, terrifiée, essaya d'expliquer qu'elle ne voulait pas de ça. « Je venais de restaurer la boîte. C'était un travail. Je ne savais pas. »« Silence !» rugit l'entité. « La boîte ne répond qu'à ceux qui portent de la culpabilité. Et vous, Alice Harper, portez plus que vous ne le pensez. » Confuse et terrifiée, Alice tenta de battre en retraite, mais l'entité continua. «
Il y a 5 ans, la veille de Noël, vous avez pris une décision égoïste qui vous a coûté la vie. Vous l'avez oublié, mais pas moi. Des images ont commencé à apparaître dans l'air autour de l'entité, comme s'il s'agissait de souvenirs projetés. Alice se voyait en train de se disputer avec sa mère cette nuit fatidique, refusant de consulter un médecin lorsque la femme tombait malade, préférant ne pas manquer la fête du Nouvel An avec ses amis. La culpabilité qu'elle avait enterrée avec des années d'excuses et de rationalisation remontait maintenant à la surface, comme une vague déferlante. Je suis l'observateur du solstice, et mon rôle est de recouvrer les dettes laissées par les âmes qui trahissent l'esprit de cette époque. Vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes le prochain. Alice essaya de mendier, mais l'entité semblait insensible. L'environnement a commencé à changer. Le studio est devenu une version déformée de lui-même, avec des murs couverts de symboles et une odeur de cire et de sang imprégnait l'air. Alice entendit frapper aux fenêtres et aux portes, mais quand elle regarda, elle vit dehors des visages pâles et vides qui l'observaient. C'était comme si elle avait été transportée dans une dimension parallèle, où la joie de Noël se transformait en quelque chose de pervers. À chaque instant, sa santé mentale semblait se détériorer. Elle a réalisé qu'elle devait agir rapidement. En se souvenant de ses recherches, Alice se souvint que l'observateur ne pouvait être à nouveau scellé que si un sacrifice était offert. Toutefois, le sacrifice ne pouvait être forcé. Il fallait que ce soit un acte de véritable capitulation. Alors que la créature avançait vers elle, elle vit son propre reflet dans les yeux brûlants de l'observateur. C'était une réflexion déformée, remplie de regrets et de désespoir. « J'ai fait quelque chose de terrible, mais puis-je le réparer maintenant ?» demanda Alice, sa voix pleine de peur et d'espoir. L'observateur fit une pause comme s'il évaluait ses paroles. « Le courage et la rédemption sont rares, mais même eux ne garantissent pas la miséricorde. Montre-moi ta valeur. » Alice savait qu'elle n'avait pas le choix. Il ramassa une lame qu'il utilisait pour restaurer des pièces délicates et la tint contre son poignet. « Si ma vie suffit à le sceller et à protéger les autres, qu'il en soit ainsi. » Lorsqu'elle fit le premier montage, une lumière intense enveloppa la pièce. La créature cria, mais pas de douleur, mais de satisfaction. « Vous n'êtes que le début, » dit l'observateur alors qu'il était aspiré dans la boîte. « La prochaine veille de Noël, quelqu'un sera mon hôte. Il y aura toujours plus de culpabilité à supporter. » La boîte se referma dans un clic assourdissant et Alice tomba au sol, épuisée, son sang tachant les planches de bois de l'atelier. Alice se réveilla des heures plus tard, toujours sur le sol du studio. La boîte était refermée, mais elle semblait désormais inerte, sans lueur ni murmure. Le sang coulant de son poignet avait coagulé, mais les symboles sur son bras restaient vifs, comme des tatouages fraîchement faits. Un silence oppressant planait dans l'air, et la faible lumière du matin commençait à filtrer à travers les fissures des fenêtres. Elle pensait que le cauchemar était terminé, mais quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il essaya de se lever, il remarqua que les ombres dans la pièce ne suivaient pas le schéma normal. Ils dansaient sur les murs, même sans source de lumière pour les déplacer. Puis, il l'entendit à nouveau, un léger murmure venant de la boîte. « Je suis toujours là ». Le cœur d'Alice manqua un battement. Elle savait que le veilleur avait été scellé. Mais que restait-il? Un écho, une malédiction ou quelque chose de plus sombre? Désespérée, elle a décidé d'apporter la boîte au client qui l'avait livrée, M. Eustace. Il avait besoin d'expliquer ce qui se passait. Il s'habilla précipitamment et plaça la boîte dans un sac épais, évitant de la toucher directement. Alors qu'il se promenait dans les rues glacées de New York, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Les gens autour de lui semblaient différents. Certains passants avaient des yeux vides, comme des poupées, tandis que d'autres se déplaçaient de manière robotique, répétant sans émotion des phrases de vœux de Noël. En arrivant à l'adresse indiquée sur le reçu de M. Eustace, Alice a trouvé un vieux bâtiment mal éclairé. Le portier la regarda avec une expression neutre avant de dire « Monsieur Eustace vous attend ». Elle ressentit un frisson en entendant ces mots. Il monta au 4e étage dans un ascenseur qui grinçait à chaque mouvement. Lorsque la porte de l'appartement s'est ouverte, Alice a trouvé M. Eustace est assis dans un fauteuil en cuir, entouré de bougies
et de vieux livres. Il avait l'air plus vieux que la dernière fois qu'elle l'avait vu, comme s'il avait vieilli de plusieurs décennies en quelques jours. « Tu l'as ouvert, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans détour. Alice hocha la tête, tremblante. « Je ne savais pas, mais maintenant je ne peux plus me débarrasser de la boîte. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Eustace soupira et commença à expliquer. « Le veilleur n'est pas seulement une entité. Il est un cycle, une malédiction qui se nourrit de culpabilité et de désespoir. Ceux qui le libèrent deviennent des gardiens, mais le rôle de gardien n'est pas un privilège, c'est un fardeau. »« Tuteur » marmonna Alice. « Oui, la boîte vous est désormais liée. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre l'ouvre, vous serez hanté par les voix et les ombres. Et lorsque Noël prochain viendra, l'observateur choisira un nouvel hôte. » Alice sentit une boule se former dans sa gorge. « Mais j'ai essayé de me sacrifier. Je pensais que ça l'arrêterait. » Eustace secoua la tête. « Votre sacrifice a temporairement scellé la boîte, mais la malédiction ne finit jamais. C'est une épreuve sans fin, Alice. Chaque gardien croit pouvoir briser le cycle, mais ils échouent tous. » La réalité de sa nouvelle existence commençait à s'installer dans son esprit. Alice réalisa que même avec la boîte apparemment scellée, les marques sur son corps et les ombres autour d'elle lui rappelaient constamment qu'elle ne serait jamais seule. « Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de résignation. Eustace la regarda avec un air de pitié. « Vous regardez, vous attendez, et vous essayez de tenir le coup quand viendra le prochain Noël. » Alors qu'Alice quittait le bâtiment, la boîte semblait plus lourde qu'auparavant. La neige tombait silencieusement sur New York et les rues étaient désertes. Alice savait que peu importe où elle allait, l'observateur se cacherait toujours. Alice passa les jours suivants dans un brouillard d'anxiété et de peur. La boîte restait verrouillée, mais la présence de l'observateur semblait toujours planer autour d'elle. Les ombres continuaient à se déplacer d'elles-mêmes, et les murmures, bien que plus subtils, ne disparaissaient jamais complètement. Sa routine de studio est abandonnée, tout comme tout contact avec des amis ou des connaissances. Elle commença à rechercher de manière obsessionnelle d'autres gardiens et récits possibles de l'observateur, parcourant des forums obscurs, des documents historiques et des livres oubliés dans des bibliothèques spécialisées dans l'occultisme. Sur un site internet presque inaccessible, il a trouvé un message d'une femme nommée Lorraine, qui disait être la gardienne de la boîte depuis plus de 20 ans. Le message, bien que court, contenait une adresse dans le Vermont. C'était loin de New York, mais Alice n'avait pas le choix. Elle a rassemblé ses affaires essentielles, a placé le carton dans le coffre de sa voiture et est partie avant l'aube. Durant le voyage, d'étranges événements la hantèrent. L'autoradio syntonisait des stations qu'elle ne reconnaissait pas, diffusant des mélodies de Noël déformées. Les phares semblaient éclairer des silhouettes au loin, mais quand Alice regardait directement, il n'y avait personne. À chaque kilomètre, elle sentait la tension monter, comme si quelque chose l'attendait à sa destination finale. Lorsqu'il arriva enfin à l'adresse, il trouva une petite cabane cachée dans la forêt, couverte de neige. Lorraine, une femme aux cheveux gris et aux yeux fatigués, ouvrit la porte. Sans dire un mot, elle fit signe à Alice d'entrer. « Je savais que quelqu'un viendrait », dit Lorraine en regardant Alice avec un regard lourd. « Il y en a toujours un autre. » Alice posa la boîte sur la table du salon, et Lorraine la regarda avec une expression de dégoût. « Vous ne pouvez pas le détruire, mais peut-être pouvez-vous faire ce que personne n'a fait auparavant, comprendre ce que veut vraiment l'observateur. » Lorraine a expliqué que pendant son mandat de tutrice, elle avait tout essayé pour se débarrasser de la boîte. Elle est une ancre, un lien entre notre monde et le sien, mais ce n'est pas qu'un monstre, c'est un reflet. « Reflet de quoi ?» demanda Alice. « Le pire en nous. La culpabilité, les secrets, les regrets. Il existe parce que nous l'avons créé. Chaque Noël, il s'en nourrit. » Les mots de Lorraine résonnaient dans l'esprit d'Alice. Si l'observateur était alimenté par la culpabilité, alors peut-être que le seul moyen de l'affaiblir était d'affronter les démons mêmes qui le renforçaient. Lorraine l'emmena dans un sous-sol éclairé uniquement par des bougies où un cercle rituel était dessiné sur le sol. « Il existe un moyen d'affronter directement l'observateur, » dit-elle avec hésitation. « Mais cela exige que tu le laisses entrer. » Alice savait que c'était dangereux,
Mais elle savait aussi que sa vie ne serait jamais normale, tant que la boîte serait en sa possession. Elle accepta, et Lorraine commença le rituel. Alors que les bougies clignotaient et que l'air devenait plus épais, la silhouette de l'observateur commença à émerger du cercle, ses yeux ardents fixés sur Alice. « M'as-tu encore rappelé, mortel ?» Alice, pour la première fois, ne détourna pas le regard. « Oui, je veux comprendre pourquoi tu existes et comment y mettre fin. » L'observateur éclata de rire, un son qui se répercuta sur les murs. « Vous pensez pouvoir me détruire ? Je suis le résultat de siècles de mensonges, de trahisons et de regrets. Tant qu'il y aura de la culpabilité, je vivrai. » Alice sentit la vérité de ces paroles comme un coup porté à sa poitrine. Elle savait qu'elle ne pouvait pas détruire l'entité, mais peut-être qu'elle pourrait l'affaiblir. Faire face à ses propres erreurs était la première étape. « J'avais tort, » dit Alice, sa voix ferme. « J'ai causé la mort de ma mère parce que j'étais égoïste. Je me suis refusé à la vérité parce qu'il était plus facile de rejeter la faute sur le monde. Mais je ne la fuirai plus. » Tandis qu'il parlait, les ombres autour de lui commencèrent à se dissiper. L'observateur semblait hésiter, sa forme vacillant. Lorraine regardait en silence, surprise par le changement de l'environnement. « Tu peux porter ma culpabilité, mais tu ne peux plus m'en vouloir, » dit Alice, sa voix désormais pleine de détermination. L'observateur recula, émettant un grognement de frustration. « Pour l'instant, vous avez gagné, mais je reviendrai toujours. Vous ne pouvez pas éliminer ce qui est enraciné dans l'humanité. » Avec une dernière lueur vive, il disparut et la boîte tomba au sol, à nouveau inerte. Alice croyait avoir affronté le pire. Le gardien avait été temporairement retenu et la boîte semblait à nouveau sans vie. Mais alors qu'il se reposait dans la cabane de Lorraine, quelque chose n'allait pas. L'air devint lourd, les bougies vacillèrent frénétiquement et Alice ressentit une présence encore plus oppressante qu'auparavant. Lorraine, qui semblait soulagée il y a quelques instants, se mit à frissonner. Cela ne devrait pas arriver. Le rituel était censé te donner du temps. Alice réalisa que la boîte n'était plus seulement un objet. Quelque chose en elle avait changé, comme si l'essence de l'observatrice se répandait dans le monde qui l'entourait. Soudain, une des fenêtres de la cabane a explosé et la neige à l'extérieur s'est éclairée d'une lueur rouge vif. Le Watcher n'était pas seulement scellé dans la boîte, il se manifestait complètement. Sa forme encapuchonnée était désormais colossale, couvrant la forêt d'une ombre surnaturelle. Son visage, auparavant caché, s'est révélé être un vortex de visages contorsionnés, chacun représentant une âme consumée par la culpabilité et le regret. « Tu as essayé de me défier !» Sa voix résonna comme le tonnerre. « Maintenant, ils verront le prix de l'insubordination. » Alice courut chercher la boîte, mais découvrit qu'elle manquait. Lorraine a crié à travers la pièce. Il l'a absorbée. Sans la boîte, il est libre d'étendre son influence. Nous devons agir vite, mais comment? Lorraine semblait paralysée, incapable de trouver une solution. Alice, de son côté, se souvenait des paroles de l'observateur. Il était alimenté par la culpabilité et le désespoir. Et si elle pouvait rediriger ça? Il a dit qu'il reflétait le pire d'entre nous, commença Alice, la voix tremblante. Et si nous lui montrions quelque chose qu'il ne peut pas consommer, quelque chose qu'il ne comprend pas? Lorraine la regarda confuse. « Quoi ? Rédemption !» répondit Alice. Elle savait que sa propre culpabilité n'était pas suffisante pour l'arrêter complètement, mais si elle affrontait le monstre avec un acte de courage et un réel sacrifice, elle pourrait peut-être briser le cycle. Elle courut dans la clairière devant la cabane où le veilleur planait comme un colosse infernal. « Tu veux mon âme? Alors prends-moi » cria Alice en levant les mains. L'observateur éclata de rire, un son qui secoua la terre. « Pensez-vous que cela suffira? Votre âme n'est qu'une de plus dans mon festin. » Alice savait qu'il avait raison. Ce n'est qu'en offrant plus qu'elle-même qu'elle pourrait offrir quelque chose de significatif. Elle sortit de sa poche la lame qu'elle portait toujours sur elle depuis le rituel. Regardant directement les yeux brûlants de l'observatrice, elle dit « J'abandonne ma culpabilité, mais aussi ma rédemption, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux que vous avez emprisonnés. Vous n'êtes pas une force invincible, vous êtes un parasite. » Et puis, elle a fait une profonde entaille dans sa paume, permettant au sang de couler sur le sol, formant un cercle autour d'elle.
Les mots qui sortaient de sa bouche semblaient venir d'un endroit inconnu, comme si quelque chose au-delà d'elle était à l'origine de cet acte. Le gardien hésita. La lumière rouge qui en émanait vacillait, comme si elle perdait de sa force. Les visages sur son corps commencèrent à disparaître un par un. Le rugissement qu'il laissa échapper était un mélange de colère et de désespoir, alors qu'il essayait de résister à la force qui le tirait en arrière. La neige environnante commença à tourbillonner, comme si elle était aspirée dans un tourbillon invisible. Lorraine est sortie en courant de la cabine en criant « Alice, non !» Mais il était trop tard. Avec un dernier cri, l'observateur fut aspiré par le sol et la clairière redevint silencieuse. Lorsque Lorraine s'approcha, elle ne trouva que la boîte, maintenant complètement brûlée et méconnaissable, au centre du cercle de sang. Alice n'était plus là. La neige continuait de tomber doucement sur la clairière, mais il régnait désormais un silence surnaturel. Lorraine s'agenouilla devant la boîte carbonisée, incapable de détourner le regard. Le sacrifice d'Alice avait non seulement scellé l'observateur, mais semblait avoir modifié quelque chose dans le tissu même de la réalité environnante. Elle ramassa la boîte avec des mains tremblantes, remarquant que les symboles autrefois gravés dessus étaient désormais effacés, comme si toute l'énergie avait été vidée. Mais qu'était-il arrivé à Alice? De retour au chalet, Lorraine sentit un changement dans l'environnement. Les ombres ne dansaient plus sur les murs et l'air était léger, libre de l'oppression constante qu'émanait l'observateur. Cependant, quelque chose en elle disait que ce n'était pas la fin. Les jours passèrent. Lorraine est retournée à New York avec la boîte, déterminée à la cacher là où personne ne pourrait jamais la trouver. Mais au lieu de ressentir du soulagement, son esprit était hanté par une question. Alice avait-elle vraiment été consumée ou quelque chose d'autre s'était-il produit? Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, quelque chose d'inhabituel se passait. Dans un petit hôpital discret, une femme se réveille. Ses yeux, autrefois bleus, brillaient désormais d'une légère teinte dorée. Elle ne savait pas qui elle était ni comment elle était arrivée là. Les médecins l'ont appelée Jane Doe, car il n'y avait aucune trace de son entrée. Elle portait d'étranges marques sur ses bras, des symboles qu'aucun d'eux ne pouvait identifier. Mais ce qui était encore plus troublant, c'était sa présence. Les autres patients se sentaient inexplicablement calmes autour d'elle, comme si elle dégageait une aura de protection. L'un des médecins a essayé de lui poser des questions sur son passé, mais elle a simplement regardé par la fenêtre et a dit « Je regarde ». De retour à la cabane de Lorraine, une silhouette encapuchonnée est apparue une nuit. Elle frappa à la porte et Lorraine, surprise, l'ouvrit juste assez pour voir. C'était Alice, ou du moins quelque chose qui lui ressemblait. « Je suis de retour », dit Alice, sa voix empreinte d'un calme surnaturel. Mais pas comme avant. Lorraine remarqua que les yeux d'Alice étaient différents, tout comme sa posture. Elle émanait de quelque chose qui n'était pas tout à fait humain, mais qui n'était pas non plus menaçant. « Le gardien existe toujours », expliqua Alice. « Mais maintenant, il est piégé en moi. Il ne peut plus faire de mal, mais je ne peux pas non plus retourner à une vie normale. Je suis le seul qui reste à le contenir. » Lorraine hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Tu n'étais pas obligé. »« Je l'ai fait, oui, » répondit Alice, « parce qu'il ne voulait pas s'arrêter et parce que quelqu'un devait le faire. » Alice se retourna et commença à sortir de la cabane, disparaissant dans la neige qui continuait de tomber. Lorraine savait qu'elle ne la reverrait jamais, mais elle savait aussi qu'Alice avait sauvé le monde de quelque chose que peu de gens pouvaient comprendre. Le matin de Noël, New York semblait particulièrement paisible. Les familles se rassemblaient. Les enfants jouaient dans les rues et l'air était libéré de l'oppression invisible qui semblait planer depuis tant d'années. Mais dans une ruelle sombre, loin des lumières et des célébrations, une petite boîte gisait par terre. Il n'y avait aucune marque ni symbole, mais pendant un bref instant, il dégagea une légère lueur dorée avant de disparaître complètement. L'histoire de l'observateur ne sera peut-être jamais racontée publiquement, mais ceux qui l'ont vécu savaient que le mal n'avait pas complètement disparu. Il a juste attendu. Et Alice, l'éternelle gardienne, serait là lorsqu'il tenterait de revenir.
Avant de continuer, si vous avez aimé mon contenu, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous écoutez ces histoires macabres. Maintenant, sans autre interruption, passons à l'histoire suivante. Il faisait particulièrement froid à New York en décembre. Les illuminations de Noël décoraient les rues, créant un contraste troublant avec le ciel gris. Rebecca Lane, journaliste indépendante, arpentait les rues animées de Brooklyn, ignorant la frénésie qui l'entourait. Il y avait quelque chose dans son esprit qui ne la laissait pas se reposer, une partition que personne n'osait jouer. Il y a quelques semaines, une sinistre rumeur a commencé à circuler dans les recoins les plus sombres d'Internet. Ils ont raconté que, dans un vieux quartier abandonné de la ville, les décorations de Noël d'une maison s'allumaient toutes seules à minuit. Ce ne serait pas extraordinaire à New York, où les extravagants recherchent toujours l'attention, si la maison n'était pas vide depuis plus de 30 ans. Pire encore, ceux qui s'approchaient de la propriété disparaissaient sans laisser de traces. Rebecca savait que le journalisme sensationnaliste était risqué, mais sa carrière était au point mort et elle avait besoin d'un scoop pour sauver l'année. « Si je veux écrire quelque chose à ce sujet, je dois y aller », pensa-t-elle, ignorant le malaise que cette histoire lui causait. Son patron n'y croyait pas et s'est contenté de rire. « Tu vas perdre ton temps et mourir de froid à cause d'un mythe urbain, Lane. » Mais Rebecca n'a pas abandonné. Une maison décorée et abandonnée le soir de Noël, si ce n'était pas une véritable invitation à la terreur, elle ne savait pas ce que cela serait. Dans la nuit du 23 décembre, Rebecca s'est rendue à l'adresse de la maison, une rue isolée du quartier de Red Hook, près de la rivière. Le vent mordant faisait trembler les vitres de la voiture, mais elle essayait de rester calme en se garant. En sortant de la voiture, il remarqua que le pâté de maison était complètement désert. Les lumières de Noël clignotaient par intermittence sur les autres maisons, mais la rue semblait enveloppée d'un brouillard inhabituel, trop épais pour cette heure de la nuit. Elle aperçut la maison au loin, un vieux bâtiment avec des tuiles qui tombaient et une façade usée. Mais ce qui a retenu son attention, ce sont les lumières, des guirlandes lumineuses accrochées partout sur le porche et dans les buissons du jardin éclairaient l'endroit, clignotant à un rythme étrangement hypnotique. Rebecca a attrapé son appareil photo et a commencé à prendre des photos. Elle se dirigea lentement vers le portail, sentant un frisson lui parcourir le dos. L'air y était différent, plus lourd, comme chargé d'électricité statique. Lorsqu'il atteignit le porche, il entendit un léger bruit venant de l'intérieur de la maison. C'était une vieille chanson de Noël, avec une mélodie lente et déformée. Nuit silencieuse, cela résonnait dans l'air, mais chaque note sonnait rauque, comme si elle était jouée par un gramophone cassé. « Ce n'est pas vrai !» marmonna Rebecca, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais celle-ci céda dans un long et aigu grincement. L'intérieur de la maison était glacial, et la décoration était anachronique, comme si elle avait été laissée exactement telle qu'elle était dans les années 1950. Il y avait une table à manger dressée, avec des assiettes, des couverts et une bougie inexplicablement allumée. Mais ce qui a vraiment retenu son attention, ce sont les personnages assis autour de la table. Ils ressemblaient à des statues humaines couvertes de neige, immobiles, avec des expressions de pure terreur gravées sur leur visage. Rebecca essaya de se convaincre que les personnages assis à table n'étaient que de simples mannequins. Leurs vêtements étaient gelés et recouverts d'une fine couche de glace, mais leurs expressions étaient si réelles qu'il était difficile d'y croire. Elle s'est rapprochée, tenant l'appareil photo avec des mains tremblantes, et a pris quelques photos. Lorsque le flash illuminait la pièce, le reflet brillait dans les yeux des personnages, comme s'ils étaient vivants. Rebecca recula, le cœur battant. « Ça ne peut pas être vrai », murmura-t-il, sentant sa gorge se serrer. Le son de la musique de Noël devint plus fort. Maintenant, Rebecca pouvait clairement entendre les paroles déformées de Nuit silencieuse, comme si des voix résonnaient dans tous les coins de la maison. Elle a commencé à explorer l'environnement. Dans les coins, il a vu des décorations de Noël suspendues, mais quelque chose n'allait pas avec elles. Chacune portait des marques gravées, comme s'il s'agissait d'anciennes runes.
Sur une cheminée voisine, un tableau poussiéreux représentait une famille souriante. Père, mère et 2 enfants. Mais leur sourire semblait forcé. Rebecca sentit une odeur sucrée et nauséabonde qui la fit tousser. Elle suivit l'odeur jusqu'à la cuisine. À l'intérieur du four, mystérieusement chaud, quelque chose bougeait. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un jet de vapeur jaillit, révélant un gâteau de Noël qui semblait palpiter, comme s'il était vivant. Avant qu'elle ait pu réagir, elle entendit des pas derrière elle. Se tournant brusquement, il vit que les personnages sur la table avaient changé de position. L'un des mannequins, celui qui était assis au bout de la table, était maintenant debout, face à elle. Rebecca déglutit difficilement et commença à marcher à reculons. Son appareil photo est tombé au sol, produisant un bruit métallique qui a résonné dans toute la maison. « Qui est là ?» cria-t-il, la voix tremblante. Les lumières de la maison commencèrent à clignoter frénétiquement et la musique devint plus forte, presque assourdissante. Elle essaya de courir vers la porte d'entrée, mais lorsqu'elle l'atteignit, elle réalisa qu'elle n'était plus là. L'entrée avait disparu, remplacée par un mur de briques. Le désespoir a commencé à prendre le dessus. Rebecca fouilla dans sa poche pour sortir son téléphone portable et alluma la lampe de poche. La lumière illuminait le couloir, révélant des ombres qui se déplaçaient d'elles-mêmes. Les rires des enfants commencèrent à résonner, mais ils semblaient déformés, comme s'ils provenaient d'un disque rayé. Rebecca essaya de se rappeler pourquoi elle était là. Elle voulait une histoire. Maintenant, il y en avait un que je ne pourrais jamais dire. Au bout du couloir, il aperçut une porte entr'ouverte. Derrière elle, il y avait une lumière vive qui brillait dans des tons de rouge et de vert. Contre toutes ses intentions, quelque chose l'attirait là. À l'intérieur de la pièce, il trouva un gigantesque sapin de Noël, décoré de rubans dorés et de boules brillantes. Mais ce qui pendait aux branches n'était pas une décoration ordinaire. C'étaient des yeux humains, tournant lentement, comme s'ils observaient tout ce qui les entourait. Au sommet de l'arbre, à la place d'une étoile, il y avait une figure informe, faite de lumières entrelacées. Elle ressemblait à une personne, mais elle était fragmentée, comme si certaines parties d'elle-même étaient constituées d'ombre. « Bienvenue », répéta une voix grave. « Tu es venu dîner, après tout. » Rebecca cria, mais sa voix fut noyée par le son de la musique, qui semblait maintenant venir de l'intérieur de sa propre tête. La silhouette fragmentée dans le sapin de Noël semblait observer Rebecca avec une intensité qui dépassait le physique. Sa forme se désintégrait et se reconstruisait, comme s'il s'agissait d'une entité faite de pure lumière et d'obscurité. Lorsqu'il parlait, sa voix était à la fois accueillante et terrifiante, comme s'il invitait Rebecca à quelque chose qu'elle ne pouvait plus refuser. « Vous n'êtes pas venu ici juste par curiosité, » dit la voix. « Vous êtes venu parce que vous avez été choisi, comme tous les autres qui ont tenté de s'échapper. Tous ceux qui cherchent des réponses à ce qui se trouve au-delà du monde matériel. » Rebecca resta figée, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle sentit la pression dans sa poitrine augmenter, comme si l'air même de la maison était comprimé. Le sentiment de ne pas être seule était écrasant, et les ombres sur les murs semblaient avoir leur propre vie, la regardant avec des yeux affamés. « Tu ne peux pas t'enfuir !» poursuivit la voix, plus douce maintenant, mais remplie d'une mélancolie déconcertante. « Ici, tout le monde participe au dernier repas. » Rebecca recula d'un pas, essayant d'atteindre la porte, mais ses pieds étaient collés au sol, comme si la gravité s'était intensifiée. Elle ressentit une douleur à la tête, une pression insupportable, et sa vision devint floue. Son esprit commença à se perdre entre les instants présents et les images déformées de personnes autour d'une table. Les visages complètement déformés par la souffrance. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé. Les chiffres autour de la table n'étaient pas morts. Ils étaient piégés, condamnés à revivre pour toujours le dernier moment de leur vie. La maison n'était pas seulement un lieu de mystère. C'était un espace où se rencontraient les âmes perdues, obligées de revivre l'horreur de leurs dernières heures, comme si elles faisaient partie d'une cérémonie éternelle. « Vous voyez la vérité maintenant » dit la voix, et Rebecca remarqua que la silhouette dans l'arbre se déformait, prenant la forme d'une femme avec un sourire triste. « Ce sont les damnés,
Ils viennent ici chaque année dans le cadre d'un souper macabre. Et celui qui tente de s'échapper finit par entrer dans l'histoire. Rebecca essaya de parler, mais elle n'y parvint pas. La douleur était insupportable. La femme arbre sourit, ses yeux vides reflétant ceux de Rebecca. Chaque Noël, quelqu'un essaie de trouver les réponses. Vous, comme eux, avez cherché à comprendre ce qui se passait. Et maintenant, ce qui vous arrive est inévitable. Avant qu'elle puisse comprendre ce que cela signifiait, la femme tendit la main et toucha doucement l'épaule de Rebecca. Le contact semblait la brûler de l'intérieur, comme si la chaleur de l'enfer s'infiltrait dans son âme. Et puis, Rebecca a ressenti la présence de quelque chose de plus grand, une force invisible, puissante et maléfique. Elle essaya de crier, mais sa voix fut avalée par l'obscurité grandissante. Les lumières de l'arbre brillèrent plus fort, et les ombres dans la pièce commencèrent à se déplacer comme des tentacules, s'enroulant autour de Rebecca, la tirant vers le centre de la pièce. Soudain, tout devint silencieux. Rebecca ressentait une étrange paix, mais ce n'était pas une vraie paix. C'était une tranquillité imposée par l'absence d'espoir. Elle était maintenant parmi les autres, à table, une nouvelle âme condamnée, attendant que la prochaine victime s'approche de la maison. Le monde autour de Rebecca se déforma une fois de plus. Elle sentit son corps être tiré vers le centre de la pièce, ses extrémités devenir lourdes, comme si elle était attirée par une force invisible, obligée de prendre place parmi les autres condamnés. Les personnages autour de la table commencèrent à bouger lentement, levant leurs verres à vin, leurs visages déformés, leurs yeux vides fixés sur elle. Rebecca ne savait pas depuis combien de temps elle avait touché la main de la femme, mais maintenant tout semblait irréel. Elle était à l'intérieur de la maison, mais en même temps, elle n'y était plus. Les lumières de l'arbre clignotaient avec une intensité aveuglante et les ombres dansaient, formant des motifs géométriques impossibles. L'air était lourd et un sentiment de désespoir l'enveloppait. Mais au fond de son esprit, quelque chose commençait à s'éveiller. Non, ce ne serait pas comme ça. Rebecca savait ce qu'elle devait faire. Elle avait été appelée dans cette maison, mais cela ne voulait pas dire qu'elle était perdue pour toujours. Il y avait quelque chose au fond de la pièce qu'elle n'avait pas encore remarqué. Un vieux miroir sale accroché au mur derrière la table. Les personnages autour de lui continuaient de célébrer, mais maintenant, leurs rires sonnaient creux, comme des échos lointains. Rebecca s'approcha du miroir, sentant l'énergie autour de son changement. Le reflet qu'elle voyait n'était pas le sien, mais une version déformée, une version de quelqu'un qu'elle reconnaissait, mais ne savait pas comment. C'était une femme aux yeux vides qui lui souriait depuis l'intérieur du verre. « Vous ne pouvez pas nous fuir » dit la silhouette réfléchie. « Le souper est éternel. » Rebecca regarda son reflet de plus près. Elle a vu quelque chose qui l'a laissée paralysée. La femme réfléchie ne souriait plus. Son visage était couvert d'ombre et ses mains étaient tendues vers Rebecca, comme s'il voulait l'attirer vers le miroir. Avec un cri étouffé, Rebecca essaya de s'éloigner, mais le miroir commençait à briller. Les personnages autour de la table commencèrent à bouger, se levant et s'approchant d'elle. C'était comme si la maison avait pris sa propre vie, chaque recoin étant alimenté par la douleur et la souffrance de tous ceux qui y étaient entrés. Et puis, une idée simple mais puissante est venue à l'esprit de Rebecca. Elle se regarda dans le miroir et de toutes ses forces restantes, cria « Je n'en fais pas partie ». À ce moment-là, le miroir trembla et les lumières de l'arbre commencèrent à clignoter violemment, comme si quelque chose essayait de sortir du verre. Les personnages autour de la table s'arrêtèrent, la regardant avec des yeux vides et abasourdis. Mais au lieu d'avancer, Rebecca sentit la force de la maison commencer à vaciller. La silhouette réfléchie, qui ressemblait auparavant à une prison, commençait maintenant à s'effondrer, comme du sable emporté par le vent. Rebecca sentit son énergie revenir. Le miroir commença à se fissurer, ses lignes de lumière se répandant à travers la pièce. Avec un dernier cri, Rebecca tendit la main et toucha le miroir. Le mur derrière elle commença à se déformer. La maison entière trembla et une vague d'énergie froide et insupportable l'enveloppa. Le sol céda sous ses pieds et pendant un instant, elle eut l'impression d'être consumée par les ténèbres. Le monde de Rebecca s'est brisé.
Tout autour de lui commençait à s'effondrer comme s'il s'agissait d'une illusion, d'un cauchemar sur le point d'être démantelé. Elle sentit le sol se désintégrer sous ses pieds et le froid qui l'enveloppait se transformait en chaleur suffocante, comme si les murs de la maison voulaient l'engloutir complètement. Mais elle n'était plus seule. Les personnages autour de la table, les anciens détenus, se mirent à crier, leurs visages déformés se tordant de douleur. Les ombres s'étendaient sur l'environnement, désormais plus denses, plus menaçantes. La maison semblait vivante, palpitante de la douleur des âmes piégées à l'intérieur. Rebecca essaya de bouger, mais ses jambes étaient lourdes. Elle regarda le miroir qui brillait toujours d'une intense lumière rouge et verte, les fissures s'agrandissant. C'est à ce moment-là qu'elle comprit. La maison n'essayait pas de la tuer. Elle essayait de le transformer, de l'intégrer à son histoire. Mais Rebecca a refusé. Elle savait ce qu'elle devait faire, savait qu'elle était au bord de quelque chose de plus grand que ce qu'elle comprenait. La musique déformée de Noël, qui semblait autrefois si lointaine, était désormais proche, presque dans ses oreilles. Elle pouvait entendre des voix rire et chanter une version macabre de Jingle Bells, mêlée de cris de souffrance. Rebecca se concentra, ses mains tremblantes alors qu'elle essayait de se détourner du miroir. « Je ne ferai pas partie de cette maison. Je ne ferai pas partie de vos âmes perdues, » murmura-t-elle comme une prière. C'est alors qu'une ombre gigantesque se forma derrière elle. L'air s'est épaissi et le toit de la maison a semblé s'effondrer. Les personnages autour de la table commencèrent à bouger, se levant et avançant vers elle, les mains tendues comme des griffes. Rebecca ferma les yeux un instant, sentant la peur consumer son esprit. Mais quelque chose en elle s'est réveillé. D'un mouvement brusque, elle attrapa un morceau du sapin de Noël, le brisant. Le bois, recouvert de glace, se brisa entre ses mains, et elle utilisa le pieu de branche cassée pour percer le miroir, au centre de la silhouette difforme qui regardait toujours son reflet. L'impact a été instantané, la maison trembla violemment, les cris des âmes piégées s'intensifiant. Les lumières clignotantes de l'arbre commencèrent à exploser, une par une, jusqu'à ce que la pièce entière soit enveloppée dans une vague d'énergie frénétique. Les ombres se tordaient de douleur, disparaissant dans les murs fissurés, tandis que les personnages assis à table disparaissaient, comme s'ils n'avaient jamais existé. La maison était en train de mourir. L'énergie maléfique qui la soutenait se dissipait, et Rebecca, un pieu à la main, vit son reflet dans le miroir commencer à disparaître. La maison était enfin libérée de sa malédiction. Elle tomba à genoux, épuisée et haletante, tandis que les murs autour d'elle s'effondraient. Les dernières traces de lumière s'éteignirent et le sentiment d'oppression disparut. Lorsqu'elle se retourna, la maison avait disparu et il ne restait plus qu'une rue silencieuse et froide, couverte de neige. Rebecca était seule sur le trottoir, ne comprenant pas exactement comment elle s'était enfuie. Le son de la musique de Noël avait disparu et l'obscurité de la nuit envahissait tout autour. Elle regarda ses mains, toujours tremblantes, et réalisa qu'elle était en fait libre. Mais ce que la maison avait laissé derrière elle était quelque chose qui ne pourrait jamais être oublié. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé et pour la première fois depuis longtemps, sentit un poids s'envoler de ses épaules. Mais au fond, je savais que ce ne serait pas la fin. Je savais que la maison avait disparu, mais la malédiction l'avait marquée d'une manière ou d'une autre. Rebecca respira profondément, sentant l'air froid de New York entrer dans ses poumons. La neige tombait doucement autour d'eux, recouvrant le trottoir et créant une scène de sérénité qui contrastait avec le chaos récent. Elle se releva lentement, ses genoux tremblants encore de l'expérience qu'elle venait de vivre. La maison avait disparu, mais quelque chose en elle savait qu'il ne s'agissait pas d'une évasion simple. Elle était partie, mais la maison, ou ceux qui la soutenaient, ne la quitterait pas si facilement. Elle s'éloigna de la rue déserte, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Son esprit était confus, plein d'images de la maison, de la table, des personnages. Chaque visage, chaque ombre, chaque cri semblait avoir été gravé de manière indélébile dans sa mémoire. Et il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer, le sentiment d'être observée. Rebecca se retourna, mais la rue était vide. Le bâtiment à sa gauche avait l'air normal, sans aucun signe d'anormalité.
Mais le vent qui soufflait apportait avec lui une odeur douce et nauséabonde, la même qu'elle avait sentie à l'intérieur de la maison. Le sentiment d'être observée ne la quittait pas. Elle a regardé le téléphone portable dans ses mains, mais il n'y avait aucun signal réseau. Rien. C'était comme si la ville entière était devenue un endroit étrange et sans vie. Entrant dans un café voisin, Rebecca s'assit à table, essayant de trouver un peu de réconfort dans la chaleur de la boisson chaude qu'elle avait commandée. La serveuse, une femme aux cheveux bruns, sourit et posa la tasse devant lui. Mais quand elle s'éloigna, Rebecca la vit se tourner vers elle avec un regard vide et perdu. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose chez les gens autour de lui semblait bizarre. Elle déglutit difficilement. Son esprit essayait de nier ce qu'il ressentait, mais il n'y parvenait pas. Les personnages de la maison, ses yeux vides, en faisaient désormais partie intégrante. La vérité sur le souper semblait se répandre, affectant tout ce qui l'entourait, comme si la malédiction l'avait suivi d'une manière ou d'une autre. La chaleur de la boisson ne parvenait pas à réchauffer son âme, et la sensation de froid ne faisait qu'augmenter. Rebecca savait que quelque chose allait se passer. Quoi qu'on ait convoqué dans cette maison, cela ne s'y limitait pas plus. Quelque chose se propageait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas arrêter, même si elle avait brisé le cycle dans la maison. Une dame assise à côté de Rebecca, qui semblait normale jusque-là, se retourna lentement. Ses yeux étaient enfoncés comme consumés par une obscurité qui ne pouvait être vue que par ceux qui étaient marqués. La dame sourit, mais ce n'était pas un sourire ordinaire. C'était un sourire vide et malicieux. « Pensez-vous que vous vous êtes échappée, ma chère ?» dit la dame, sa voix douce mais avec un ton vengeur. « La maison ne vous lâchera pas. La maison est éternelle. Vous la portez maintenant. Le dernier souper trouve toujours les invités. » Rebecca sentit le poids de ces mots comme une lame tranchante dans sa poitrine. Elle se leva brusquement, mais en regardant son reflet dans la fenêtre, elle se vit. Mais ce n'était pas la Rebecca qu'elle connaissait. Ses yeux étaient vides, comme ceux des personnages assis à table. Elle courut vers la porte, essayant d'ignorer les cris lointains qui résonnaient dans son esprit, mais quand elle se retourna, elle vit tous les gens dans le café. Leurs yeux étaient tous fixés sur elle, la regardant avec la même expression vide que celle utilisée par les personnages de la maison. La malédiction n'avait pas été brisée. Elle ne s'était pas échappée. Le cycle venait de recommencer. Le bruit de la neige qui tombait doucement dans les rues de New York semblait désormais comme un écho lointain à Rebecca. Elle marchait dans les rues, le pas lent, l'esprit confus et rempli d'une terreur silencieuse. La ville était vivante, mais tout autour semblait irréel. Les gens passaient à côté d'elle, mais leur regard était vide, comme s'ils n'étaient que les ombres de ce qu'ils étaient autrefois. Rebecca savait qu'elle était l'une des dernières à découvrir la vérité. Elle ne savait pas exactement depuis combien de temps elle s'était échappée de la maison, mais le sentiment d'être observée ne la quittait jamais. Les paroles de la dame au café résonnaient encore dans son esprit. La maison est éternelle. Vous la portez maintenant. Et les personnages sur la table, ces visages déformés, n'étaient plus éloignés. Ils semblaient désormais proches, toujours aux aguets. Chaque jour, ce sentiment s'intensifiait. Le reflet de Rebecca dans le miroir semblait se déformer, comme si elle perdait sa propre identité. Les gens autour de lui se mirent à bouger étrangement, avec des gestes répétitifs et des regards vides. Mais personne ne semblait le remarquer, sauf elle. Une nuit, elle était allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. Les lampadaires brillaient à travers les rideaux, créant des ombres qui bougeaient comme des mains. La maison, avec ses ombres et ses figures déformées, commençait à envahir ses rêves. Elle vit la table, les verres à vin, les visages vides, et les voix murmuraient son nom. C'est alors qu'elle réalisa que la malédiction ne consistait pas seulement à s'échapper physiquement de cet endroit. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose en elle était désormais connecté à la maison, aux esprits qui avaient été forcés de participer à ce souper éternel. Ce qu'elle n'avait pas compris la première nuit de son évasion, elle l'a compris maintenant. La maison n'était pas un lieu. La maison était une expérience. Elle était un cycle, et elle faisait désormais partie de ce cycle. Rebecca savait qu'elle ne pouvait pas y échapper. Pas maintenant.
pas quand les lumières du dernier repas recommençaient à briller dans son esprit. Elle se leva du lit, le corps tremblant, et s'approcha de la fenêtre. Le vent froid de la nuit passait par la fissure, comme une caresse glacée sur votre peau. Le reflet de son propre visage dans le verre était déformé, ses yeux vides comme ceux des personnages qu'elle avait tenté de laisser derrière elle. Elle savait ce qu'elle devait faire. Il y avait quelque chose en elle, un choix difficile et douloureux, mais inévitable. Elle ne pouvait pas détruire la maison, mais elle pouvait en prendre le contrôle d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il en ferait consciemment partie, peut-être qu'il trouverait une sorte de rédemption, ou du moins de paix, en acceptant ce qu'elle était devenue. Mais avant de prendre une décision, Rebecca se tourna vers l'horloge murale. Il était immobile, à minuit exactement, au moment où la maison commençait sa transformation. Le dernier repas venait tout juste de commencer et elle savait que, comme tout le monde avant elle, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Avec un gros soupir, elle ferma les yeux et murmura « Je suis la maison maintenant, je suis le souper ». Et tandis que la ville de New York dormait, silencieuse et distante, une nouvelle figure s'est jointe à la table. Encore une âme perdue, condamnée à revivre le dernier repas, nuit après nuit, dans une existence qui se répétera jusqu'à la fin des temps.